Le premier souffle du matin se glissa sur la colline de l'Acropole. Le ciel s'ouvrait déjà, lavé de lumière, d'un bleu si pur qu'il semblait taillé dans la pierre. Tu ouvris les yeux, non pas dans ton monde familier, mais au cœur d'une cité vibrante. Athènes, au vieux siècle, avant notre ère, le sol sous ton corps était rude, couvert de poussière fine et de brins d'herbe séchés. En te redressant, tu sentis le vent léger descendre des hauteurs et apporter avec lui une odeur de pierre chaude, de fumée de bois et de pain en train de cuire. Devant toi, la ville s'étendait comme une mosaïque. Maisons cubiques en terre blanchie, toits plats d'argile, ruelles étroites, déjà animées de pas pressés. Plus haut, dominant tout, l'Acropole dressait ses colonnes. Les temples, baignés d'or et de marbre clair, semblaient flotter entre ciel et terre. Les premiers rayons du soleil frappaient les statues. Athéna, protectrice de la cité, se découpait, casque en tête, lance dressée, ses yeux de bronze fixant l'horizon. Autour, les murs s'illuminaient de rouge et d'ocre, comme si la pierre elle-même s'embrasait pour annoncer le jour. Les bruits montaient peu à peu, comme un chœur. D'abord les cris rauques des coqs, puis le bêlement des chèvres qu'on menait hors des étables. Ensuite, le claquement des sandales sur la pierre, le fracas léger des poteries qu'on sortait devant les portes, et enfin, le brouhaha lointain de l'agora. Athènes s'éveillait, et avec elle, tout un monde. Tu marchas dans une ruelle. Les murs des maisons étaient simples, enduits de chaux blanches, percés de petites fenêtres couvertes de volets de bois. Devant certaines portes, des amphores s'alignaient, prêtes à être vendues ou échangées. Huile d'olive, vin, eau fraîche tirée des puits, l'air vibrait d'odeurs mêlées. Huile chaude, fromage de chèvre, herbes séchées suspendues au linteau. Un groupe d'enfants passa en courant, leurs rires éclatant dans le matin. Ils portèrent de petits bâtons, jouant à imiter les hoplites, soldats de la cité. Leurs voix se perdirent dans un tournant, mais l'écho resta, comme un rappel de la vigueur athénienne. En avançant, tu débouchas sur une place plus large, l'agora. Elle s'ouvrait comme un théâtre en plein air, entouré de portiques aux colonnes fines. Déjà, des marchands installaient leurs étals. Fruits, olives noires, luisantes, pains ronds encore tièdes, étoffes teintes de rouge et de bleu. Les cris des vendeurs s'élevaient, vantant la fraîcheur, la beauté, la rareté. L'agora n'était pas seulement un marché, elle était le cœur de la cité, lieu des échanges, des débats, des décisions. À une extrémité de la place, un petit groupe d'hommes s'était formé autour d'un orateur. Drapé dans une tunique claire, il parlait avec gestes amples. Ces mots, que tu ne comprenais pas tous, résonnaient pourtant d'une force évidente. Les auditeurs hochèrent la tête, certains discutaient entre eux, d'autres levaient les mains. Ici, chaque citoyen avait voix. La démocratie naissait dans ces cercles de paroles, simples mais puissantes. Plus loin, tu aperçus des scribes assis derrière des tables de bois. Leurs calames traçaient sur des tablettes de cire des listes, des comptes, des décisions votées la veille. Les visages étaient concentrés, sérieux, comme si chaque trait de stylet fixait le destin de la cité. Le soleil montait rapidement, et la chaleur commençait à peser. Les ombres courtes se repliaient contre les colonnes. Dans un angle de l'agora, une fontaine coulait. Son eau claire, canalisée depuis les collines, jaillissait dans une vasque de pierre. Les passants s'y arrêtaient pour boire, se laver les mains, remplir de petites jarres. Le murmure de l'eau, au milieu des cris, offrait un instant de repos.
Tu continuas ta marche et traversas un quartier d'artisans. Les sons changèrent aussitôt. Ici, le rythme était celui des marteaux frappant le bronze, des scies mordant le bois, des aiguilles perçant les tissus, des forgerons, torse nu, façonnaient des pointes de lance, leur sueur brillant dans la lumière. À côté, un potier tournait son argile, ses mains modelant la matière en amphore parfaite. Les gestes étaient précis, répétés 1000 fois, mais porteurs d'une beauté silencieuse. Les odeurs aussi se transformaient. Fumée épaisse des forges, parfum sucré des huiles chauffées, senteur de cuir tanné. Les rues semblaient vivantes. Chaque maison un cœur battant d'un métier. Ici, le travail n'était pas simple survie. Il était fierté, contribution à la cité. Un peu plus loin, la rue s'élargit à nouveau. Les colonnes d'un gymnase apparurent, et à l'intérieur, de jeunes hommes s'entraînaient. Leurs corps nus, enduits d'huile, brillaient au soleil. Ils lançaient des disques, maniaient des javelots, luttaient à main nue. Leurs cris, leurs rires, le bruit des corps tombant sur le sable emplissait l'air. Le gymnase n'était pas qu'un lieu de sport. C'était une école de discipline, de courage, de beauté. Au sommet d'une colline proche, le théâtre montrait ses gradins de pierre, encore vides, à cette heure. Mais tu pouvais presque entendre, dans le silence, l'écho des voix qui s'y élèveraient le soir. Tragédie et comédie, récits de dieux et de héros, rires et larmes partagés par tout un peuple. La Grèce entière vivait dans ces mots. La matinée avançait. Les rues étaient désormais pleines de vie. Marchands, citoyens, esclaves portant des charges, femmes conduisant des enfants, vieillards s'asseyant à l'ombre. Chaque geste semblait tissé à une trame plus vaste, une harmonie que tu ne faisais que deviner. Enfin, tes pas te menèrent vers une montée raide, pavée de dalles irrégulières. Tu suivis le chemin, et peu à peu, l'agitation s'éteignit derrière toi. Le souffle se fit plus fort, les jambes lourdes. Mais à mesure que tu montais, le paysage s'ouvrait. Et soudain, l'acropole se dressa devant toi, éclatante. Les colonnes du Parthénon, immenses, soutenaient un ciel clair. Le marbre blanc, frappé de soleil, rayonnait comme une flamme. Les statues des dieux, alignées, te fixaient de leurs yeux, sans pupille. Tout ici parlait d'éternité. Tu t'arrêtas, le cœur battant. Derrière toi, Athènes bruissait comme une ruche. Devant toi, le temple s'offrait comme une promesse. Dans le silence vibrant de la pierre, tu sentis que tu venais de franchir un seuil, celui qui séparait les simples mortels de la présence des dieux. Et dans cette lumière, le jour commençait vraiment. Le matin athénien commençait par un repas simple, du pain plat, trempé dans l'huile d'olive, parfois accompagné de figues sèches ou d'un peu de miel doré. Le vin, coupé d'eau fraîche, servait déjà à humecter la gorge. L'odeur du pain chaud se mêlait à celle des herbes, thym et origan, suspendues aux poutres. Dans les ruelles, les marchands proposaient leurs produits. Olives noires luisantes, fromage de chèvre au goût fort, poisson argenté tiré à l'aube du Pirée. Chaque bouchée n'était pas luxe, mais nécessité, et la cité vibrait de ses saveurs terrestres. À midi, les repas devenaient plus abondants. Les tables s'ornaient de légumes verts, de pois chiches, d'oignons, parfois de viande grillée quand la fête le permettait. La bière, rare, laissait place au vin, boisson des dieux et des hommes. Les convives mangeaient assis sur des bancs bas, parlant, échangeant, riant. La nourriture, ici, n'était pas seulement énergie. Elle était lien social, offrande et plaisir partagé.
Les maisons d'Athènes étaient modestes, faites de briques séchées au soleil. Les murs, blanchis à la chaux, gardaient la fraîcheur. Derrière les portes de bois lourd, une cour intérieure accueillait le foyer. Autour, les pièces s'organisaient. Chambres simples, ateliers, celliers. La famille vivait ensemble, dans une hiérarchie discrète. Les femmes s'occupaient de la maison, du tissage, de l'éducation des jeunes enfants. Les hommes sortaient tôt, vers le marché, les champs ou l'assemblée. Les esclaves, nombreux, portaient l'eau, préparèrent les repas, nettoyaient la poussière qui revenait chaque jour. La maison n'était pas seulement un abri, elle était le centre de la vie, un monde clos qui reflétait l'ordre de la cité. Dans les ruelles étroites, les artisans façonnaient l'âme d'Athènes. Le forgeron, torse nu, frappait le bronze à coups réguliers, modelant armes et outils. Le potier, assis derrière sa roue, faisait naître des amphores dont les parois fines sécheraient au soleil. Le tisserand, entouré de fils tendus, créait des étoffes colorées qui iraient vêtir citoyens et soldats. Chaque métier possédait son odeur, son rythme, sa musique particulière. Le feu des forges, le cliquetis des ciseaux, le chant monotone des tisserands composaient une symphonie urbaine. L'artisanat n'était pas simple labeur. Il incarnait la dignité, la participation à la cité, la fierté d'apporter sa pierre au temple collectif. Quand le travail se faisait plus léger, Athènes offrait ses plaisirs. Dans les places, des musiciens jouaient de la lyre et de l'aulo, flûte au son aigu. Les jeunes dansaient, frappant des mains, leur rire couvrant parfois les mélodies. Mais le sommet des loisirs restait le théâtre. Le grand théâtre de Dionysos, adossé à la colline de l'Acropole, accueillait des foules entières. Là, des voix puissantes déclamaient des tragédies, récits d'héros et de dieux, histoires de guerres et de chutes. Le peuple riait aussi aux comédies, où les masques grotesques caricaturaient les puissants. Le théâtre n'était pas seulement spectacle, il était éducation, miroir et mémoire de la cité. Le gymnase formait une autre école, celle du corps. Dans ces cours ouvertes, jeunes hommes s'exerçaient nus, couverts d'huile et de poussière. Ils lançaient des disques, maniaient le javelot, s'affrontaient à la lutte. Leurs muscles brillaient, leur souffle battait comme un tambour. Mais le gymnase n'était pas qu'un terrain d'effort. C'était aussi un lieu de pensée. Entre deux exercices, maîtres et élèves débattaient de politique, de justice, de courage. Le corps et l'esprit avançaient ensemble, liés par une même exigence. Former des citoyens complets, capables de défendre la cité autant par la parole que par l'épée. La journée d'Athènes se déroulait ainsi, tissée de repas simples, de travaux fiers, de rires et de discipline. Rien n'était superflu, mais tout vibrait d'une intensité tranquille. La vie quotidienne, humble et forte, faisait de la cité un monde où chaque geste comptait, du pain partagé aux mots débattus. L'Acropole dominait Athènes comme une forteresse sacrée. Au sommet, les colonnes du Parthénon s'élevaient vers le ciel, immenses, taillées dans un marbre blanc qui captait la lumière et la renvoyait comme une flamme. Le matin, elles rosissaient sous l'aube. À midi, elles éblouissaient comme du feu. Au crépuscule, elles se teintaient d'ombre et d'or. Les escaliers, polis par des milliers de pas, montaient en silence, conduisant chaque fidèle dans un monde séparé du commun. À l'intérieur, l'air sentait l'encens, l'huile brûlée et les fleurs fraîches. Les murs vibraient de fresques peintes, représentant Athéna, armée de son casque, Zeus tenant la foudre, Apollon guidant son char solaire. Les statues colossales
drapés d'or et d'ivoire, fixaient l'horizon d'un regard vide et pourtant écrasant. Les dieux semblaient présents dans chaque pierre, chaque colonne, chaque rayon de lumière. Filtrant par les portiques, les fidèles entraient pieds nus, déposant des offrandes simples. Rameaux d'olivier, jarres de vin, gâteaux de miel. Les riches apportaient des vases précieux, des bijoux, parfois même des trépieds d'or ciselé. Mais tous, riches ou pauvres, se tenaient avec la même humilité devant la statue de la déesse. Car dans ce lieu, la hiérarchie des hommes disparaissait. Seule restait la distance infinie entre les mortels et l'immortel. La religion grecque n'était pas seulement prière, elle était fête. Lors des Panathénées, la cité entière montait vers l'acropole en procession. Des prêtres conduisaient des bœufs ornés de guirlandes. Des jeunes filles portaient des tissus tissés spécialement pour la déesse. Des musiciens frappaient des tambours et faisaient résonner des flûtes aiguës. Les cris de la foule, les rires des enfants, le claquement des sandales emplissaient l'air d'une énergie vibrante. Devant l'autel, les animaux étaient sacrifiés. Le sang coulait, chaud, sur les pierres. La fumée montait, épaisse, portant jusqu'au ciel l'odeur de la chair brûlée. On croyait que les dieux respiraient ce parfum, acceptant ainsi l'offrande et protégeant la cité. Les prêtres récitaient des hymnes, leur voix grave couvrant le tumulte. Les spectateurs, silencieux, levaient les bras vers le ciel, priant pour la pluie, pour la victoire, pour la prospérité. Après le sacrifice, le partage avait lieu. La viande était rôtie et distribuée à la foule, transformant l'offrande divine en festin humain. Les jarres de vin s'ouvraient, les chants s'élevaient, et la cité entière célébrait ensemble. Les fêtes n'étaient pas seulement rituelles, elles renforçaient l'unité, rappelant à chacun qu'Athènes ne survivait que par la faveur des dieux et la cohésion de ses habitants. Chaque soir, au coin du feu, les mythes prenaient vie. On racontait comment Zeus régnait sur l'Olympe, lançant ses éclairs pour punir ou protéger. On murmurait les exploits d'Héraclès, qui avait dompté les bêtes monstrueuses et ouvert des routes pour les hommes. On évoquait Persée, qui avait tranché la tête de Méduse, et Thésée, héros d'Athènes, qui avait vaincu le Minotaure au cœur du labyrinthe. Ces récits n'étaient pas simples histoires. Ils étaient le miroir des peurs et des espoirs humains. Les dieux n'étaient pas lointains. Ils intervenaient dans la vie de chacun, dictant les récoltes, les guerres, les maladies. Ils pouvaient être généreux, mais aussi jaloux, cruels, changeants. La foi grecque n'offrait pas de certitude, mais un dialogue permanent avec des puissances instables auxquelles il fallait sans cesse offrir, prier, plaire. Les enfants grandissaient en entendant ces récits, les jeunes s'y formaient, les vieillards s'y consolaient. Chaque mythe était une leçon, un avertissement, une promesse. Et dans le silence de la nuit, quand les étoiles brillaient au-dessus des collines, chacun se demandait quel Dieu veillait sur lui et quel Dieu pouvait, d'un souffle, le condamner. Au-delà d'Athènes, dans les montagnes couvertes de pins, se trouvait Delphes. Là, dans un sanctuaire creusé au flanc du mont Parnasse, l'oracle parlait. Des foules entières faisaient le voyage, portant des offrandes, traversant vallées et rivières pour atteindre ce lieu sacré. Le chemin lui-même était déjà une épreuve, comme si les dieux voulaient éprouver la foi des hommes. En entrant à Delphes, l'air changeait. Il sentait l'encens, la résine des pins et une sorte de mystère. Le temple d'Apollon, dressé sur ses colonnes, imposait le silence. Les prêtres recevaient les offrandes,
inscrivait les noms, réglait le passage des pèlerins. Mais tous venaient pour une seule raison: entendre la voix de la Pythie. Assise au-dessus d'une faille rocheuse, la prêtresse respirait les vapeurs qui montaient de la terre. Ses yeux se révulsaient, sa voix devenait rauque, ses paroles jaillissaient comme un torrent. Les prêtres les recueillaient, les traduisaient, les gravaient. L'oracle ne donnait jamais de réponse simple. Elle parlait par énigme, laissant aux hommes le soin d'interpréter. Mais chaque mot, chaque syllabe, pouvait décider d'une guerre ou d'une paix, d'un mariage ou d'une ruine. Devant la Pythie, même les rois tremblaient, car sa voix n'était pas la sienne. C'était celle d'Apollon. La vie, en Grèce antique, était inséparable des dieux. Chaque geste, chaque repas, chaque départ au combat commençait par une offrande. Un rameau d'olivier brûlé, une libation de vin, une parole murmurée vers le ciel. La peur d'offenser guidait les mains, autant que la foi sincère. On craignait la colère d'Arès dans les batailles, la jalousie d'Héra dans les mariages, l'oubli de Déméter dans les récoltes. Mais cette peur était aussi une force. Elle unissait les hommes dans un même respect, un même rituel. Elle rappelait que l'existence n'était jamais assurée, que le monde pouvait basculer à tout instant. Alors, en priant, en offrant, en chantant, les Grecs trouvaient la paix. Non pas une paix certaine, mais une paix fragile, arrachée au chaos par leurs gestes répétés. Et dans la lueur des torches, quand les temples s'assombrissaient et que les hymnes s'éteignaient, chacun rentrait chez soi avec le même sentiment, celui d'avoir, pour une journée encore, apaisé les dieux et gagné le droit de continuer à vivre. Dans les cours du gymnase, l'air vibrait du bruit des pas martelés sur le sable. Les jeunes hommes, torse nu, peau luisante d'huile et de sueur, s'exerçaient sous l'œil sévère des maîtres. Les exercices n'étaient pas de simples jeux. Ils forgeaient les corps pour la cité. On lançait des disques de bronze, on maniait le javelot, on courait en cercle jusqu'à perdre haleine. Puis vinrent les armes. Le bois des lances frappait les boucliers d'entraînement, créant un rythme sec, presque musical. Les maîtres exigeaient la régularité, avancer ensemble, reculer ensemble, tenir la ligne sans rompre. L'hoplite n'était pas un guerrier solitaire, mais une pierre dans le mur de la phalange. Chaque faute individuelle menaçait la cité entière. La discipline se transmettait par le corps. Épaules serrées, regard fixe, souffle court. L'entraînement n'était pas seulement force, il était endurance, patience, obéissance. Dans la poussière du gymnase, sous le soleil écrasant, se préparait l'armée qui protégerait Athènes. Quand le jeune homme devenait citoyen, la cité lui confiait son armement. Le casque de bronze, lourd, enfermait la tête comme une cloche. Le plastron, parfois simple cuir renforcé de métal, serrait la poitrine et laissait l'air circuler à peine. Mais surtout, le bouclier, un cercle massif, de bois recouvert de bronze, large comme le torse. On l'appelait Oplon, et c'est de lui que venait le nom d'Hoplite. Dans la main droite, la lance, longue, effilée, elle pouvait percer à distance ou frapper de près. Dans la gauche, le bouclier. Mais ce bouclier ne protégeait pas seulement celui qui le portait, il couvrait aussi l'épaule de son voisin. Ainsi, chaque soldat dépendait de l'autre. La phalange était une muraille vivante, avançant pas à pas, serrée comme une forêt de lances et d'airain. Le bruit des pas alignés, le claquement des boucliers, le choc des lances frappant le sol formaient une cadence qui ressemblait à une respiration commune. Dans cette cohésion, l'homme cessait d'être seul. Il devenait Athènes en marche.
Avant de partir, on consultait les dieux. Des prêtres menaient un sacrifice, immolant un bœuf ou une chèvre. Le sang versé sur l'autel, la fumée montant vers le ciel, disait si les dieux approuvaient ou non l'expédition. Le silence de la foule attendait l'interprétation du prêtre. Un foie favorable, une flamme qui brûlait droite, un cri d'oiseau dans le ciel. Autant de signes qui décidaient du sort de centaines d'hommes. Puis venait le départ. Les hoplites, en armes, défilaient dans les rues d'Athènes. Les familles les suivaient des yeux. Certains pleuraient, d'autres chantaient pour donner du courage. On déposait des couronnes d'olivier sur les têtes. On murmurait des prières à Athéna, déesse de la cité et de la guerre juste. Le bruit des sandales sur la pierre, le cliquetis des armures, le souffle des hommes formaient déjà une musique martiale. La marche vers le champ de bataille était longue. On avançait en colonne, suivant les chemins de poussière, traversant des plaines, des rivières. La chaleur pesait, mais les chants rythmaient le pas. Des poèmes anciens, des récits d'Homère, rappelaient que chaque hoplite suivait les traces d'Achille et d'Hector. Le passé héroïque accompagnait le champ de bataille s'ouvrait comme un théâtre terrible. 2 lignes d'hommes, boucliers dressés, lances tendues, se faisaient une face. Le silence, d'abord, pesait. Puis, un cri éclata, repris par des centaines de voix. Le sol trembla sous la course des pas. Les 2 phalanges se rapprochèrent comme 2 murs lancés, l'un contre l'autre. Le premier choc fut brutal. Le bois craqua, le métal sonna, les corps ployèrent. Les boucliers s'écrasèrent les uns contre les autres, formant une barrière mouvante. Les lances cherchèrent les failles, frappant entre les boucliers, heurtant les casques, glissant sur les cuirasses. Le bruit était assourdissant. Fer contre fer, cris des hommes, hurlements des blessés, hennissement des chevaux au loin. La poussière s'éleva, couvrant tout. On ne voyait plus que des éclats de bronze, des visages tordus de sueur et de peur. Le temps semblait se briser. Chaque seconde devenait une lutte. Les jambes poussaient, les bras frappaient, le souffle se faisait court. La phalange avançait d'un pas, reculait de 2, se resserrait. La peur traversait chaque cœur. Mais dans la cohésion, elle se dissolvait. Le voisin tenait, alors il fallait tenir aussi. Le bouclier pesait, la lance glissait, mais la ligne restait. Peu importait le nom de l'homme. Il était un fragment de la muraille vivante. Quand enfin le choc se rompit, quand une phalange céda et que l'autre resta debout, le silence revint d'un coup. Le chant, pourtant, parlait encore. Les corps gisaient, certains immobiles, d'autres gémissant. Les boucliers brisés, les lances tordues, les casques fendus jonchèrent le sol. L'air sentait la sueur, le sang et la poussière mêlée. Les survivants levaient les bras vers le ciel, remerciant les dieux. On allumait de nouveaux feux, on brûlait des offrandes pour Athéna ou Arès, remerciant pour la victoire ou implorant le pardon des morts. Les prêtres passaient entre les blessés, murmurant des prières, versant de l'huile sur les plaies. Le soir, le camp s'emplissait d'un murmure étrange, chant de victoire mêlé de sanglots. On racontait déjà les exploits, on nommait les héros tombés. Le souvenir devenait mémoire, la mémoire devenait légende. Pourtant, chaque hoplite savait que tout recommencerait. La guerre n'était pas une exception. Elle faisait partie du rythme du monde, comme les fêtes, comme les récoltes. Survivre, ici, signifiait se tenir dans la phalange, encore et encore, jusqu'à ce que le corps ne puisse plus. Ainsi se déroulait la vie du soldat athénien. Préparation, marche, bataille,
deuil et mémoire. Le citoyen devenait hoplite par devoir et la cité survivait par la cohésion de ses rangs. La guerre était effrayante, brutale, mais elle liait les hommes entre eux et les inscrivait dans une continuité plus vaste que leur vie. Dans l'agora d'Athènes, au milieu des cris des marchands et des pas pressés des citoyens, une voix se distinguait, calme mais insistante. C'était celle de Socrate, vieux, pieds nus, vêtu d'une tunique simple. Il n'attirait pas l'attention par son apparence, mais par ses questions. Plutôt que de parler longuement, il interrogeait. Chaque phrase était une ouverture, chaque réponse un piège, pour réfléchir plus loin. Il s'approchait des artisans, des jeunes, des politiciens, et demandait « Qu'est-ce que la justice ? Qu'est-ce que le courage ?» Les réponses, toujours sûres au départ, s'effondraient peu à peu sous la force de ces questions. On sortait de la rencontre plus confus qu'avant, mais aussi plus éveillé. Socrate affirmait ne rien savoir, et pourtant, il éveillait chez les autres le désir de chercher. Certains l'admiraient, d'autres le craignaient. Sa parole dérangeait, car elle mettait en doute ce que la cité croyait évident. Mais il devenait ainsi la conscience invisible d'Athènes, rappelant à chacun que la survie d'un peuple ne dépend pas seulement des armes et des récoltes, mais aussi de la clarté de son esprit. Après, Socrate vint Platon, son élève. Il fonda un lieu nouveau, l'Académie, dans un bosquet sacré dédié à Académos. Là, sous les arbres, entre les colonnes, des jeunes hommes se rassemblaient pour penser. Ce n'était pas une école ordinaire. C'était un espace où la recherche de la vérité devenait une forme de culte. Platon parlait d'idées éternelles, de formes parfaites que les sens ne pouvaient pas saisir. Pour lui, le monde visible n'était qu'une ombre, et la tâche du philosophe consistait à s'élever vers la lumière des vérités immuables. Ces dialogues, lus à voix haute, mettaient en scène Socrate questionnant encore, conduisant ses interlocuteurs vers une vérité plus haute. Les élèves apprenaient autant par la discussion que par la contemplation. Assis dans l'herbe, ils levaient les yeux vers le ciel, observant les astres comme des symboles de l'harmonie universelle. L'Académie n'enseignait pas seulement la logique, elle formait des hommes capables de gouverner, de juger, de comprendre le monde à travers la raison. La philosophie n'était pas isolée du reste de la cité. Elle circulait dans les rues, dans les maisons, dans les gymnases. Aristote, élève de Platon, marchait souvent entouré de ses disciples, parlant en se promenant. On les appelait les péripatéticiens. Ils étudiaient la biologie, classaient les plantes, observaient les animaux, cherchant dans chaque détail la loi générale qui ordonnait le monde. Dans un autre coin, des médecins réfléchissaient à l'équilibre des humeurs du corps, reliant santé et nature. Des astronomes suivaient les mouvements des planètes, cherchant à prévoir les saisons et les éclipses. La pensée grecque embrassait tout, du plus petit insecte aux astres lointains. Tout devenait objet de questionnement. Les débats étaient vifs. Dans les portiques, les voix s'élevaient, parfois passionnées, parfois moqueuses. On discutait de la justice, du bonheur, du rôle du citoyen, de la place des dieux. Loin d'être un luxe, la philosophie était une nécessité. Elle guidait les lois, inspirait les artistes, formait les hommes. Dans une cité où chaque décision pouvait déterminer la survie collective, penser était une arme aussi importante que la lance des hoplites. À une journée de marche d'Athènes, près de la mer, se trouvait Éleusis. Là se célébraient les mystères les plus sacrés de la Grèce. Chaque année, des foules immenses empruntaient la route sacrée, portant des torches,
et chantant des hymnes à Déméter et Perséphone. La procession avançait lentement, marquée par les pas, les haltes, les chants répétés qui liaient les fidèles en une seule voix. À Éleusis, on entrait dans un sanctuaire fermé, interdit aux non-initiés. Là, dans l'ombre, des prêtres révélaient des rites secrets. On mimait la descente de Perséphone aux enfers et son retour au printemps, symbole du cycle éternel, de la mort et de la vie. On buvait une boisson rituelle, le kykéon, mélange d'orge et d'herbe. On voyait des objets sacrés, dont le sens échappait aux profanes. Ceux qui avaient participé au mystère disaient ensuite avoir perdu la peur de la mort, car ils avaient compris, par symboles et visions, que la vie se prolongeait au-delà du visible. La cité, elle aussi, tirait de ces rites une force, en croyant au retour, en croyant à la continuité, elle trouvait le courage de traverser les épreuves. La Grèce antique ne séparait pas entièrement philosophie et religion. Les deux chemins se croisaient, parfois s'opposaient, parfois s'embrassaient. Les philosophes cherchaient la vérité par la raison. Les mystères offraient une vérité par le rite et la vision. Mais dans les deux cas, l'homme grec cherchait à dépasser sa simple condition mortelle. Dans les ruelles, on priait Athéna pour la victoire. Dans l'académie, on discutait de la justice idéale. À Éleusis, on voyait dans le cycle des saisons un signe d'éternité. Dans les dialogues de Platon, on cherchait l'idée pure de l'éternité. Les chemins étaient différents, mais le but était le même. Donner un sens au monde, apaiser la peur du chaos, tracer une route au milieu de l'incertitude. Ainsi, Athènes ne survivait pas seulement par ses hoplites et ses récoltes. Elle survivait parce qu'elle pensait, parce qu'elle priait, parce qu'elle liait le visible et l'invisible. Et toi, étranger, plongé dans cette cité, tu découvrais que la survie n'était pas seulement physique, elle était aussi intellectuelle et spirituelle. Athènes, éclatante au soleil, n'était pourtant pas invincible. Ses murs blancs, ses temples de marbre et ses rues bruissantes cachaient une fragilité constante. La famine pouvait surgir après une mauvaise récolte, quand la pluie se faisait attendre et que le blé des champs jaunissait trop tôt. Les greniers, bien remplis après une bonne année, se vidaient vite lorsque des milliers de bouches réclamaient chaque jour leur part. La sécheresse étouffait les terres, fissurait les canaux, rendait l'eau rare et précieuse. Les maladies suivaient. Dans les ruelles étroites, la poussière se mêlait au miasme des déchets. Une toux pouvait devenir une épidémie. Une fièvre isolée se transformait en désastre. Les prêtres invoquaient Asclépios, dieu de la médecine. Mais la peur demeurait. Chaque foyer vivait avec cette inquiétude. Et si demain, le pain manquait? Et si la peste frappait? La cité, grande et fière, dépendait d'équilibres fragiles que nul citoyen ne contrôlait vraiment. À ces menaces invisibles s'ajoutaient celles, bien réelles, des hommes. Sparte, rivale implacable, observait Athènes avec jalousie et méfiance. Les batailles pour l'hégémonie grecque éclataient sans prévenir, chaque cité cherchant à imposer sa loi. Les hoplites d'Athènes, disciplinés, prenaient souvent le chemin des campagnes, laissant derrière eux femmes, enfants et vieillards. Mais au-delà de la Grèce, un danger plus vaste encore pesait. Les Perses. Déjà, ils avaient tenté d'écraser la cité, envoyant des armées innombrables. Marathon, Salamine, Platée, des noms gravés dans la mémoire, où les Athéniens avaient résisté avec courage, mais au prix de pertes terribles. Chaque victoire semblait fragile, chaque défaite possible. La guerre ne s'arrêtait jamais vraiment.
Même après une bataille gagnée, il fallait reconstruire les murs, réparer les navires, recruter de nouveaux soldats. La cité vivait dans un état d'alerte permanent, toujours prête à voir surgir l'ennemi derrière la colline ou sur l'horizon marin. Dans les maisons d'Athènes, chaque famille portait sa part du fardeau. Quand les hommes partaient à la guerre, les femmes devenaient gardiennes du foyer, responsables des enfants et des champs. Elles priaient chaque soir pour que leur mari revienne vivant. Mais elles savaient que beaucoup ne reviendraient jamais. Les esclaves, eux, voyaient leur travail redoubler. Porter l'eau, cultiver la terre, surveiller les troupeaux. Ils étaient la force silencieuse qui maintenait la cité debout en temps de crise, mais sans jamais recevoir la gloire. Et les citoyens restés au village savaient que le choix se présenterait un jour. Rester, défendre leur terre jusqu'à la mort, ou fuir, chercher ailleurs une survie incertaine. Ce dilemme, répété génération après génération, hantait les foyers. Car en Grèce, partir signifiait souvent perdre tout. La maison, les dieux du foyer, les tombes des ancêtres. Mais rester signifiait risquer la destruction totale. Face à tant d'incertitudes, les Grecs se tournaient vers les dieux. Chaque malheur demandait une explication divine. La sécheresse venait de la colère de Déméter, la peste de l'oubli d'Apollon, la défaite de la jalousie d'Héra. Les prêtres offraient des sacrifices, brûlaient des animaux, versèrent du vin sur les autels pour apaiser ses puissances. Mais la parole la plus redoutée venait des oracles. Quand la cité hésitait entre la guerre et la paix, elle envoyait ses messagers à Delphes. Là, la Pythie, assise dans les vapeurs sacrées, parlait d'une voix obscure. Ces mots, ambigus, pouvaient être lus dans deux sens, laissant les hommes incertains, mais obligés de choisir. Cette dépendance aux dieux, à la fois rassurante et terrifiante, montrait la fragilité humaine. On croyait pouvoir influencer le destin par des prières et des sacrifices, mais on savait, au fond, que les dieux restaient imprévisibles. Athènes survivait autant par sa foi que par son courage. Le temps avançait, et Athènes connaissait autant de gloire que de souffrance. Ses philosophes parlaient de justice et de vérité. Ses artistes peignaient des fresques immortelles. Ses poètes faisaient résonner leurs vers dans le théâtre. Mais chaque triomphe portait en lui une ombre. Les récoltes pouvaient échouer. La guerre pouvait éclater. La peste pouvait revenir. Dans les ruelles, on murmurait que la cité, si grande soit-elle, pouvait un jour disparaître comme tant d'autres. Mais dans ce même murmure vibrait une certitude. Tant que les Athéniens travailleraient, prieraient, se battraient, leur esprit survivrait. Car survivre, en Grèce, ne signifiait pas seulement garder son corps en vie. Cela signifiait laisser une trace, un mot, une pierre, un chant, une idée. Et toi, témoin étranger, plongé dans ce monde, tu comprenais que la question n'avait jamais de réponse simple. Survivre ou disparaître, ce n'était pas seulement une affaire de force ou de chance, c'était une affaire de mémoire. Même si la cité tombait un jour, même si les murs s'écroulaient, ce qu'Athènes avait pensé, créé et rêvé resterait. Ainsi, au cœur des temples, dans le fracas des batailles, dans les rires du théâtre et les silences des philosophes, Athènes trouvait une immortalité fragile mais réelle. La cité pouvait souffrir, se vider, s'éteindre. Mais tant qu'un seul homme ou une seule femme prononcerait son nom, Athènes ne disparaîtrait jamais vraiment.